Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler de la victoire de Dallas dans le Game 4, dans le match qui s'est joué dans la nuit de vendredi à samedi, et de la probabilité de les voir réussir à prolonger la série au-delà du Game 5 qui se jouera dans la nuit de lundi à mardi. Nous allons également parler de Jerry West qui nous a quittés mercredi à l'âge de 86 ans. Et pour parler de tout ça avec moi, je salue immédiatement Charles. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, décidément, la NBA dit au revoir à ses légendes ces derniers temps. Après Bill Walton, c'est Jerry West qui nous a quittés. Une légende de la ligue, clairement, joueur emblématique des Lakers. Donc cher à ton cœur, je suppose, tu vas m'en parler. Et il a remporté un titre en tant que joueur en 1972, après des années de frustration à perdre en finale encore et encore. C'est lui, il est devenu le seul, ça reste le seul joueur de l'histoire à être nommé MVP des finales. C'était en 1969, malgré la défaite de son équipe face aux Celtics de Boston. Jerry West a marqué l'histoire de cette ligue à tous les niveaux, parce que sa carrière de joueur, certes, voilà, ça lui a valu une place au Hall of Fame. Il est devenu, malgré lui, le logo de la NBA en 1969. Il a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques en 1960. Il était présent en tant que general manager pour la période Showtime des Lakers avant de réaliser un coup de maître à la fin des années 1990 avec le recrutement de Shaquille O'Neal, je m'en souviens très bien, et l'acquisition de Kobe Bryant lors de la draft 1996. Il avait réussi à acquérir les droits en échangeant Vlade Divac, je me souviens. C'est lui qui permettra notamment aux Grizzlies de se faire un nom au début des années 2000. Il sera également présent dans les coulisses de la dynastie des Warriors entre 2011 et 2017. Sur un plan plus personnel, personnellement, j'ai toujours énormément apprécié le professionnalisme absolu de Jerry West, qui était un véritable visionnaire de ce sport, et je pense qu'on n'en a pas beaucoup, en tout cas des comme lui, à un tel niveau de compréhension, que ce soit du jeu, du talent, les avis qu'il avait sur le basket en général et sur les joueurs. C'était toujours une incroyable leçon qu'il nous donnait quand il s'exprimait sur ce sport, et franchement sa voix va énormément nous manquer. Il était également sujet à des épisodes dépressifs, et il était une des voix les plus fortes en faveur de la santé mentale ces dernières années. Il s'est beaucoup exprimé à ce sujet. Lui qui, malgré ses nombreux succès à chaque étape de sa vie, pouvait avoir ce sentiment d'insatisfaction latent, souffrir d'un certain manque de reconnaissance. Il avait également une relation très compliquée avec les Lakers, beaucoup plus compliquée qu'on pourrait le croire. Il avait eu des mots très très durs à propos de sa relation avec les Lakers, notamment à la fin de sa vie. Jerry West était un homme exigeant, réputé pour son franc-parler. Il était aussi capable de prêter une oreille attentive à la jeune génération de joueurs dans les moments de doute qu'ils pouvaient traverser. Il a conseillé LeBron James, il a conseillé Kevin Durant, il a conseillé Shaquille O'Neal, il a conseillé Kobe Bryant. Michael Jordan a pu échanger avec lui également. Il en a parlé quand il lui a rendu hommage. Charles, un mot sur Jerry West. Moi, Jerry West, je peux difficilement me parler de sa période en tant que joueur, même si bien sûr, comme beaucoup, je connais les légendes qui l'entourent, j'ai vu les images, etc. Mais d'autres l'ont fait et le feront bien mieux que moi. Pour ma génération, moi j'ai 35 ans, il est aussi et surtout le general manager de l'équipe des Lakers de la fin des années 90 et des années 2000, celui du tripit avec Shaq et Kobe. Moi, c'est à peu près à cette époque-là que j'ai commencé à suivre la NBA. Cette équipe, c'est la première qui m'a fait m'intéresser à cet univers, et pour en être l'architecte, je peux évidemment que le remercier. Tu l'as dit, sa carrière, elle est absolument colossale. C'est une des figures les plus importantes de l'histoire des Lakers, sans le moindre débat, mais également de l'histoire de la Ligue, tout simplement. Dans les années 2010, tu l'as mentionné, on le retrouve à Golden State, avec évidemment moins de pouvoir qu'il en avait aux Lakers, mais dans un rôle de conseiller avec un vrai impact, si on en croit les nombreux témoignages qu'on a eus à l'époque. On sait notamment qu'il a eu un énorme impact dans le début de carrière de Klay Thompson. Il fait partie de ceux qui voulaient absolument que Golden State le draft. Il fait aussi partie de ceux qui ont refusé l'échange entre Klay Thompson et Kevin Love à une époque où c'était envisagé. On lui prête également un rôle dans l'arrivée de Kevin Durant. Bref, il a été une pièce très importante dans la création de la dynastie Warriors aussi. Donc oui, la NBA perd l'une de ses plus grandes légendes, une figure majeure au sens propre comme au sens figuré, multiple Hall of Famer, une des personnalités les plus respectées de l'histoire de la Ligue, et c'est évidemment un moment très triste pour tous les fans de basket. Ouais, il avait un œil pour identifier des talents peu communs, je trouve. Je me souviens, c'est comme
C'est comme, enfin, il y a certains, quand tu es fan de la Ligue depuis un moment, il y a des personnalités comme ça qui reviennent et dont la vie ne cesse de se confirmer année après année. Et Jerry West faisait partie de ces gens-là dans le paysage de la NBA. Et ce qui est assez hallucinant, c'est ce que j'essayais de dire dans mon texte tout à l'heure, c'est que au-delà de sa carrière de joueur, c'est vraiment quelqu'un qui a impacté cette ligue à tous les niveaux, absolument tous les niveaux. Et l'hommage qui m'a le plus touché, c'est sûrement celui de Pat Riley, qui a été particulièrement émouvant. Si vous n'avez pas pu lire la publication, le communiqué qu'a envoyé Pat Riley pour rendre hommage à Jerry West, je vous conseille à tous, enfin tous ceux qui ne l'ont pas lu, de le lire, parce que c'est vraiment saisissant. Il a été champion avec Jerry West en 1972. Il faisait partie, il était dans cet effectif des Lakers. C'est grâce à lui que Pat Riley s'est retrouvé à coacher les Lakers. Dans la série Winning Time, c'est traité, notamment cette période-là, c'est assez amusant. Mais ils ont toujours eu une relation très proche. Et quand tu vois les mots de Pat Riley, voilà, clairement, il explique que c'est Jerry West qui lui a mis le pied à l'étrier. Et rien que pour ça, tu vois, être capable d'identifier Pat Riley comme bah voilà, un coach potentiel, alors qu'à l'époque, c'était pas du tout évident pour absolument personne. Et quand tu vois la carrière de Pat Riley derrière, et ce qu'il est devenu, et ce qu'il représente lui aussi pour la Ligue aujourd'hui, c'est complètement dingue. C'est clair. Tu peux te dire que il s'est pas trompé. Et drôle parce que aussi, voilà, il a eu tellement d'échecs en tant que joueur. Et derrière ça, il est l'architecte d'équipe enfin, il a gagné 8 titres en tant qu'architecte, en tant que conseiller, en tant que general manager, en tant que voilà. Et c'est assez étonnant aussi ce truc-là. Enfin, c'est vraiment ça montre à quel point cet homme était cette ligue en fait. Enfin, c'est un des visages les plus importants de toute la NBA, vraiment. Ouais, ouais, c'est clair. C'est vraiment une légende qui coche tellement de cases que ouais, c'est carrière extraordinaire et un homme absolument extraordinaire. Tu l'as dit, mais l'écouter parler de basket, l'écouter parler des joueurs, ça a toujours été absolument passionnant. Ouais. Et cette espèce enfin, de capacité qu'il avait de parler de ses propres fragilités, de parler de ses propres, bah voilà, comment dire, des dépressions dont il était victime, et comment ça a impacté sa vie, comment il a vécu sa carrière. Et c'est assez dingue en fait de voir le côté, enfin la frustration qu'il pouvait avoir, ou les fois où il a quitté les postes où il était. Et quand tu regardais le bilan à son départ, le gars avait un bilan absolument extraordinaire, et pourtant lui partait avec le sentiment que personne n'était trop content de ce qu'il faisait, lui-même n'était pas forcément content de ce qu'il faisait. Et c'est là où tu comprends, voilà, que bah, il en a parlé, hein, de son enfance, un père violent. Il s'est confié sur tout ça, et je trouve ça bien que des sportifs de haut niveau comme ça soient capables de se confier sur leur propre fragilité, leur propre sensibilité, et de mettre ça en perspective, le côté humain, dont on parle souvent d'ailleurs dans ce podcast. Ouais, bien sûr, et puis il avait ce côté, tu l'as dit, presque éternel insatisfait, mais c'est aussi ça, je pense que c'est aussi une des clés qui explique sa Mmh. réussite absolument exceptionnelle, c'est qu'il avait toujours l'impression qu'il y avait possibilité de faire mieux, et j'imagine que c'est aussi une des clés de son succès incroyable dans toutes les casquettes qu'il a occupées. Complètement. On va parler de Boston et de Dallas. Il y a eu les deux matchs à Dallas. On avait dit quoi? Moi, j'avais dit 1-1. Et Toi, donc, t'avais dit qu'il y avait 3-1 pour Boston après les 4 matchs, et moi voilà. j'avais dit 2-2, ouais. Donc, ça veut dire que mon pronostic en 4-3 pour Dallas, c'est encore en vie, quoi. Je suis pas encore complètement ridicule. Ouais, encore en vie, oui, mais Arrête, bon. ça va être C'était Dallas quoi en déjà 7. les stats? Plus de 150 fois qu'une équipe a mené 3-0 et jamais un Je l'ai, comeback je l'ai. validé? C'est 0 victoire, 156 défaites. 156, voilà. Et je crois qu'en finale, Voilà. on est quasiment à 15-0. Donc, effectivement, c'est mal barré. Ce dernier match qu'on a eu, 38 points d'écart, la victoire de Dallas la nuit passée, vendredi, face à Boston, c'était le troisième plus grosse gifle de l'histoire des finales NBA. Avant ça, il y a eu le 96-54 des Bulls face aux Jazz en 98, c'était le Game 3. Et il y a eu le Game 6 en 2008 entre Boston et les Lakers, 131-92.
Donc voilà où on en était. J'avoue, je vais avouer tout de suite, hein, fin du troisième quart-temps, j'ai arrêté le match. Je suis pas allé plus loin. Euh, les Mavericks semblaient à l'agonie, impuissants face à la force collective des Celtics. C'est ce dont on a parlé dans le dernier podcast. Et là, ils ont réussi à produire leur meilleur basket pour éviter l'élimination. Pour cette fois, grâce à un Luka Doncic concentré, énergique en défense et des coéquipiers au rendez-vous, le rythme du jeu était plus soutenu, les pertes de balles ont été limitées euh, et le match a vite tourné à l'avantage des Mavericks. 13 points d'avance après le premier quart-temps, 26 à la mi-temps, 38 points. Il y a eu 38 points dans le troisième quart-temps avant que les coachs ne vident leur banc. D'ailleurs, j'ai trouvé que Joe Mazzulla a mis son banc sur le terrain extrêmement rapidement. Avant même la fin du troisième, ouais. Voilà, j'ai trouvé ça hallucinant. J'étais là à me dire, mais c'est pas possible en fait. Tu nous mets des brissettes, des cornettes et tout ça déjà maintenant tout de suite. Là, c'est bon. Voilà, Charles, est-ce que ce match est une simple anomalie dans le parcours de Boston ou tu penses que Dallas a trouvé des solutions crédibles dans ce Game 4? Quelle lecture tu as de cette victoire de Dallas? Mmh, c'est difficile. Globalement, sur ce match, on a bien senti qu'une équipe était dos au mur pendant que l'autre était complètement dans le confort. Alors moi, j'ai vu pas mal de gens penser et dire que Boston a volontairement lâché le match 4 pour conclure à la maison. J'ai vraiment du mal avec cette théorie. Je pense que personne ne lâche volontairement un match en finale NBA, surtout quand on parle d'une équipe qui a vécu de vraies déceptions sur les dernières saisons. Ça me semble aberrant comme idée, pour être franc. La prise de risque est trop importante et je pense que quand tu as l'occasion d'en finir face à une équipe qui s'est sortie de l'Ouest et qui est drivée par un duo aussi dangereux que Doncic et Kyrie Irving, tu Ouais. laisses pas volontairement passer cette occasion. C'est un match sans pour Boston. Ils en ont eu plusieurs cette saison. Ils en ont eu contre Miami et Cleveland. C'est un match où les adaptations de Kidd aussi ont fonctionné, mais c'est un match où Dallas était dos au mur et dans l'urgence et ça s'est senti. Alors, autant je crois que Boston n'était pas dans les conditions pour se battre jusqu'au bout, parce que bah voilà, un peu dans le confort, ils étaient sur une série de 10 victoires sur ces playoffs là, il me semble. Mais bon voilà, je les imagine pas s'être pointés sur le parquet en se disant perdons sur celui-là pour en finir à la maison, ça j'y crois pas. Ils étaient moins impliqués que sur les rencontres précédentes, c'est sûr. Ça s'est vu sur des séquences avec des pertes de balles qu'on n'a pas l'habitude de voir de leur part. Maintenant, voilà, je crois pas à la moindre préméditation du côté de Boston. En face, on a senti toute l'équipe des Mavs à 200%. Tous les Derrick Jones Jr., Lively, Exum, Josh Green, ils ont tous été au niveau dans l'intensité et dans le rythme. Et ça a fait la différence avec Boston, qui sur cette rencontre n'a absolument pas su rivaliser sur ces secteurs-là. Ouais, j'ai beaucoup aimé les ajustements défensifs proposés par Jason Kidd. On a bien vu que la stratégie était beaucoup plus efficace cette fois, avec une attention particulière sur la protection du cercle. On a vu beaucoup plus le pivot patrouiller dans la raquette, avec des aides venant côté opposé du ballon, avec même des aides et des comment dire des close-out sur le ballon qui ressort beaucoup plus énergique. Enfin, on n'avait pas vu ce visage de Dallas depuis le début de cette série et c'était agréablement, c'était une surprise plutôt agréable de voir ça. Il y avait une vraie discipline également pour se repositionner afin d'éviter le plus possible les tirs ouverts. Et quand il n'avait pas le choix, il s'arrangeait toujours pour que ce soit un des joueurs les moins dangereux qui prennent le tir, notamment quand il était présent sur le terrain, Xavier Tillman. On a bien vu qu'il y avait voilà, la volonté du côté de Dallas de faire des sacrifices nécessaires et de tenter des paris, notamment en défense. Doncic a fait mentir tout le monde. Il s'était fait complètement atomiser après le Game 3 avec cette espèce de montage que je trouve assez malhonnête en fait, des blow-by et envoyer des stats. Ah, Doncic, il s'est mangé 38 blow-by pendant la série, ou je sais pas, enfin ce genre de stats à la con, alors que si tu regardes très très concrètement son impact quand il est sur le terrain, il est positif en fait. Dallas gagne les minutes où il est sur le terrain. Le problème c'est pas Doncic, en vérité c'est plus globalement. Alors oui effectivement en défense individuelle en un contre un, Doncic c'est pas la folie quoi. Maintenant faut pas non plus, on peut pas exclure le fait que Doncic est blessé. Qui se prend des shoots d'antidouleur pour pouvoir continuer à jouer dans cette série et dans ces playoffs. Ouais, Il y a un moment, c'est quand même important de le souligner aussi, quoi. ouais, on l'a quand même connu plus appliqué défensivement, je trouve, moi, sur ces playoffs que ce qu'on a vu sur ce début de série. Et franchement, moi, sur le match 3, je suis désolé, mais c'est pas. Je cherche pas à le dédouaner. Je dis juste que c'est trop court. Je trouve ça trop court de résumer la défaite de Dallas
sur ce simple fait-là, quoi. Après, effectivement, il était pas efficace du tout, et c'était à l'image collective de Dallas qui n'arrivait pas à trouver des solutions face à Boston, quoi. Ouais, Là, puis même il a fait des erreurs, il a concédé des fautes idiotes, voilà, ça par contre, les fautes complètement stupides qu'il a faites dans le Game 3, ça on peut en parler. Ça, c'était problématique pour le coup. Le fait qu'il termine pas ce match-là ah c'est alors scandaleux, qu'il est à portée de main, c'est c'est quand scandaleux. même extrêmement problématique, quoi. Ouais, 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 c'est catastrophique. Moi, ouais, j'étais vraiment. Franchement, ce match-là de Boston, pardon, de Doncic, c'est pas bien, hein. Enfin, alors statistiquement, il fait un bon match, hein. 27 points, 6 rebonds, 6 passes en finale NBA, ça fait rêver plus d'une star de la ligue. Mais franchement, je suis désolé, mais c'est en trompe-l'œil. Alors tout n'est pas à jeter dans son match, l'entame est bonne, mais tu peux pas te faire exclure dans le quatrième quart comme ça quand t'es le franchise player, qui soit frustré quand son équipe est menée de 25, que c'est perdu, qu'il estime être mal arbitré. À la limite, je peux l'entendre, il est humain, ok, mais Hmm. là, c'est pas possible. Il prend ses dernières fautes, le comeback, il est amorcé. Il est même plus qu'amorcé. L'issue de ce match, à ce moment-là, elle est totalement incertaine. Les deux équipes peuvent l'emporter, sauf que lui, il est déjà plus dans son match à ce moment-là. Et c'est une déception qui est énorme pour moi, parce que, ok, on connaît ce travers, on sait qu'il a un souci avec ça, on sait que sa relation avec les arbitres est mauvaise, qu'il se frustre souvent, mais là, on est au final NBA, c'est pas possible. Doncic, c'est un mec qui sait gagner depuis ses toutes premières années en pro. Il est habitué à ces situations. Il a pas le droit de lâcher son équipe comme ça. C'est, c'est super rare, hein, de voir un franchise player, une superstar absolue comme ça, se faire exclure en finale NBA. Il a abandonné son équipe et c'est vraiment extrêmement décevant. Où tu peux lui en vouloir, c'est il y a au moins deux fautes de frustration pure Ah ouais. qui sont totalement stupides, qui sont absolument pas nécessaires et qui finissent par coûter extrêmement cher. Et c'est ça sur lequel il va devoir travailler, Luka Doncic, clairement. Sur son. Et d'ailleurs, c'est assez dingue, je trouve, d'entendre ses coéquipiers parler de son rapport, enfin de ses réactions face aux arbitres, et le fait qu'ils disent ouvertement, ah dis donc, cette fois il était plus concentré sur le match et moins sur l'arbitrage. Je trouve ça, je trouve ça assez parlant en fait. Bah, ouais, en fait, c'est assez parlant parce que moi j'ai vraiment l'impression, alors ça c'est vraiment purement tu vois, du hate check, c'est vraiment l'impression visuelle que j'ai. En fait, moi j'ai l'impression que plus Doncic est obsédé par les arbitres et parlemente avec eux, moins il est concentré en défense. Et sur le match 3, je suis désolé, mais même quand au début de match il score, qu'il est impactant dans le jeu, etc., etc., en fait on sent très vite dans ce match-là qu'on a la mauvaise version de Luka, celui qui passe Mmh. beaucoup trop de temps à râler sur les arbitres et qui du coup est beaucoup moins impliqué et efficace défensivement qu'on a pu le voir dans ses playoffs, et beaucoup moins impliqué et efficace qu'il l'a été dans le quatrième match aussi, parce que tu dis que dans le quatrième match, les ajustements de Kidd ont permis notamment de mieux verrouiller la raquette, c'est aussi parce que le premier rideau défensif des Mavs a été beaucoup plus solide, et donc ils ont limité les pénétrations, c'est aussi pour ça que ça marche, et ça passe par un Doncic et Kyrie Irving qui sont très concernés, très concentrés, et qui s'éparpillent pas. Ouais, c'est assez dingue de voir Doncic comment émotionnellement il gère ses finales. Enfin, il y a quand même beaucoup d'erreurs en termes d'attitude. Et c'est regrettable. Mais Parce c'est qu'on surtout étonnant. on voit bien que dans le Game 4, une fois que tout le monde est au rendez-vous, que tout le monde se met en mode on est en finale NBA, faut qu'on joue notre meilleur basket, ça se passe mieux. Alors c'est là où c'est la grosse question que je me pose aujourd'hui, c'est parce que là tu vois sur les drives de Boston, sur les 3 premiers matchs, ils étaient à 51% de réussite dans leur jeu en pénétration, ils étaient à 32% dans le game 4. C'est pour ça que je te pose la question, est-ce que c'est une anomalie ou est-ce que c'est purement des ajustements de Dallas où les Mavericks vont être capables de réitérer ce genre de défense et de production? Je sais pas du tout à quoi m'en tenir. Ce match en fait est beaucoup trop faussé pour moi, et est parti trop vite à l'avantage de Dallas pour que je puisse m'arrêter et me dire ah ouais tiens c'est bon, Dallas ils ont trouvé des vraies solutions, quoi. Si ce n'est, comme je te dis, le fait que, voilà, toi, Maxi Kleber, j'étais en plein doute la dernière fois où on parlait, toi et moi. Et bah finalement, voilà, là, il a été très utile. On voit que sa taille est un atout. Tu vois que Kidd, dans la conception de ces cinq qu'il met sur le terrain, il essaye vraiment de contrer le jeu de Boston avec de la taille, justement. Et Dieu sait que moi, je pensais que Maxi Kleber, enfin, quand tu vois l'entame des playoffs qu'il fait, enfin des playoffs, des finales, c'était compliqué de lui donner des minutes, quoi. Toi, pour le coup, tu m'avais dit que c'était pas lui qui devait partir, quoi, qu'il était trop précieux dans le jeu de Dallas, et t'avais amplement raison.
Ouais, mais c'était à condition qu'ils retrouvent un peu de rythme. Et effectivement, c'était pas gagné quand tu voyais ces débuts de finale, ça je suis d'accord, hein. Donc on verra bien. Maintenant, Boston, voilà, tu regardes ce match, il y a rien qui allait. Drew Holiday qui a enchaîné les pertes de balles, Jalen Brown et Jason Tatum, je veux dire, ils sont tous les deux complètement hors rythme et le meilleur score de Boston, c'est Jason Tatum avec 15 points et 4 sur 10 au tir, je crois. C'est pas possible en fait. Ouais, Je vois pas comment Boston nous repond un match comme ça. Après que Boston arrive à produire un match plus dans la norme de ce qu'ils nous ont montré depuis de toute la saison, on peut plus s'attendre à ça dans un game 5, surtout à domicile, et la possibilité de gagner devant leurs supporters. Maintenant, je sais pas. J'ai l'impression que voilà, l'absence de Porzingis est quand même un souci. Il y a sur les 3 derniers, à part le game 1 où c'était clairement totalement à l'avantage de Boston, Dallas était plus ou moins à chaque fois dans la course en fin de rencontre, un moment ou un autre quoi, dans les 3 matchs qu'on suivi. Donc je sais pas à quel point il faut être confiant dans le fait de voir Dallas capable de revenir quoi. en tout cas, j'espère vraiment que Mazzulla et le coaching staff de Boston ont gueulé dans les vestiaires après ce match 4 parce qu'ils avaient vraiment l'occasion de tuer la série et de s'éviter le moindre moment de doute. Parce que là, aujourd'hui, même si évidemment les chiffres qu'on a rappelés en préambule sont toujours là, hein, imaginez Dallas remonter ça, c'est une cote absolument énorme et j'invite absolument personne à, à mettre de l'argent là-dessus. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la situation, elle, c'est quand même un poil compliqué pour Boston. Alors, je suis pas inquiet pour la suite de la série, mais il y a quand même aujourd'hui un scénario où Dallas prend le match 5 à Boston. Il faut pas oublier qu'ils ont déjà perdu 2 fois à domicile dans ces playoffs. Et là, pour les Celtics, la situation, elle pourrait devenir vraiment plus tendue. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'ils ont donné de l'espoir à cette équipe qui était au fond du trou après le match 3. Mm. Et on sait que les choses peuvent aller vite en NBA. On se rappelle que la saison dernière, Boston était remonté de 0-3 à 3-3 face à Miami, même s'ils avaient ensuite perdu le Game 7. Tu vois, aujourd'hui, ils ont donné de l'espoir à une équipe qui était au fond du trou. Et même si c'est très peu probable d'imaginer Dallas remonter et remporter le titre, c'est quand même ils se sont un peu compliqué la vie. Ils se sont un peu compliqué la vie et voilà, ouais, sur ce match 4, moi en fait sur ces finales, malgré les différents bons matchs de Tatum, on en a déjà parlé, hein, Tatum, même quand il contribue pas au scoring, il a fait des bons matchs. C'est le vrai baromètre de cette équipe, le vrai baromètre, pardon, de cette équipe de Boston, c'est Jaylen Brown. Et dans le match 3, quand ils font leur run dans le troisième quart, c'est lui qui en est le moteur. Dans les 2 premiers matchs, c'est lui qui a été le plus impactant. Et là, dans ce quatrième match, on a bien vu que si lui n'y arrivait pas, c'était compliqué pour les autres, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Et Donc, puis, ouais. bon, ouais, Je sais pas, ouais. Ils ont été étonnamment maladroits, même sur les tirs ouverts. Enfin, ah bah il y a des lay-ups qui ratent, qui sont immanquables. Non mais bien sûr, en fait, c'est vraiment le match raté complètement par Boston. En fait, c'est le match caricatural de C'est Boston ça. qu'on pouvait imaginer quand, au début des playoffs, on disait attention parce qu'on est quand même en manque de preuves que cette équipe elle a vraiment du caractère. Alors, ils ont fait ce match-là à un moment où c'est pas calamiteux, tu vois, c'est pas catastrophique, mais voilà, ça vient mettre un peu de nuance sur un scénario qu'on imaginait déjà tout fait. Est-ce que, Charlie, quand tu as regardé ce match, quand tu as vu l'attitude des joueurs de Dallas, quand tu as vu les ajustements proposés par Kidd et le coaching staff, est-ce que tu as l'impression que cette équipe des Mavericks est capable d'inverser la tendance? Alors, remporter la série, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais est-ce que tu penses qu'ils peuvent provoquer, aller gagner à Boston pour essayer de repousser l'échéance le plus possible, quoi? Est-ce que tu le sens, ça? Moi, j'ai du mal. Moi, J'ai du mal aussi. j'ai vraiment le sentiment que ça va se terminer dans la nuit de lundi à mardi là, avec le Game 5. En fait, c'est terrible pour Dallas parce que Je sais pas pourquoi, mais c'est pas de leur faute, mais je pense que moi j'ai le même sentiment que toi et je pense que ce sentiment il est nourri par l'impression qu'on a que Boston n'a jamais joué ce match 4 en réalité. c'est tout à fait ça, ouais. Et ça c'est terrible pour Dallas parce que en fait Dallas ils ont fait le job, tu vois, ils y sont pour rien si en face ça répondait à ce point-là pas présent. Je sais pas, moi
Je pense que c'est important quand même que Boston tape du poing sur la table dès l'entame de ce match. Je pense qu'ils doivent absolument montrer qu'ils sont en maîtrise dans cette série et que ce match-là, c'était un accident. C'est hyper important pour moi de ne pas nourrir les quelques espoirs qui sont nés Hmm. côté Mavs sur ce match-là. Et je vais même te dire, il faut pas hésiter à jouer avec la limite. Il faut rentrer dans Luka Doncic. Il faut essayer de faire naître de la frustration chez lui. Il faut surtout pas lui permettre de dicter le rythme du match parce que aujourd'hui, même si on voit un bon Doncic globalement, si on oublie un peu ce match 3, eh ben en fait, on n'a pas eu un statement game de Luka Doncic. C'est vrai. Tu vois. Et ça, c'est peut-être le truc que Boston peut craindre à la limite. Et donc, c'est pour ça que pour moi, ils doivent démarrer ce match avec un vrai sentiment d'urgence. Et ça doit venir des leaders, ça doit venir de Jaylen Brown, de Tatum, de Holiday. Le pire pour eux, ce serait de démarrer la rencontre en se disant, il y a encore de la marge, on a encore 3 occasions d'en finir. C'est un vrai piège pour eux. C'est ça. En fait, l'issue de ces finales, enfin la possibilité de voir ces finales se prolonger au-delà du match 5, pour moi, ça ne Hmm. dépend pas de la capacité de Dallas à remporter les matchs, ça dépend de la capacité de Boston à en perdre d'autres. Ouais, tout à fait, ouais. C'est extrêmement bien dit et je dirais pas mieux. C'est exactement ça. Et je pense que le fait que enfin, Porzingis, pour l'instant, on ne sait pas. Apparemment, il aurait pu éventuellement jouer le Game 4. Il a Ah, fait ça a les l'air compliqué échauffements, là tout quand même. ça. Et puis finalement, non. Je me demande vraiment ce que ça va donner. Et s'il revient, je vois pas comment Boston perd, quoi. Clairement, avec lui dans l'équation, il y a tellement de choses qu'il modifie, que sa seule présence modifie côté Boston, que j'ai du mal à voir comment ça peut se passer autrement. Là, voilà, Dallas, c'est aller chercher ce match. Kyrie Irving, c'est marrant, il n'a pas gagné un match à Boston depuis 2021, depuis la série où quand il jouait à Brooklyn. Et depuis lors, il a jamais regagné à Boston, quoi. Après, bon, ces playoffs sont tellement illisibles que quelque part, peut-être Ouais, qu'il y a vraiment une ouais, année pour écrire l'histoire, c'est celle-là. Et moi, je vais être on franc, verra. hein, moi j'adorerais voir Dallas remporter le match 5 à Boston pour plein de raisons. D'abord parce que moi j'ai envie que cette série elle dure. Je suis désolé, mais je trouve que et ces finales et les finales de conférence ont été décevantes et j'aimerais bien qu'on ait des scénarios un peu plus tendus. J'aimerais aussi voir comment Boston se sortirait de cette situation s'il devait jouer un match 6 face à une équipe et un public regonflé à bloc. Tu vois comment il réagirait. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à y croire parce que je pense que Boston a encore de la marge. Mais bon, mais quoi qu'il arrive, ce match 5, il est immanquable, hein. Parce que vraiment, si Doncic Hmm. veut faire oublier ses erreurs dans le match 3, il a pas d'autre choix que de nous sortir une masterclass à Boston. C'est à ce prix-là qu'il pourra se faire totalement pardonner. Donc ouais, j'ai hâte de voir. Imagine Doncic de haut mur qui nous sort des perfs totalement hallucinantes sur les 2 prochains matchs et qui arrive à pousser jusqu'à un game set en finale NBA. Ce serait dingue, hein. Mais après, Ça serait dingue. honnêtement, si Boston n'en finit pas en 5, il y a vraiment un monde où Dallas parvient à pousser jusqu'au match 7 et à ce moment-là, tout repart de zéro. Tout ce qu'on a dit avant perd du sens parce que c'est un match 7 en finale NBA, c'est tellement spécifique, tellement tendu et le contexte à ce moment-là, il serait presque en faveur des Mavs parce que même si le match se jouera à Boston, c'est Dallas qui aura le momentum à ce moment-là. Comme tu l'as extrêmement bien souligné tout à l'heure, le fait d'avoir redonné de l'énergie à un groupe qui était en train de perdre pied totalement, Complètement. c'est risqué côté Boston. Maintenant, ils jouent à domicile. Clairement, moi, je suis fan des Celtics. Je me dis, ah bah, c'est bon, la, la salle va être une fournaise. Tout le monde va être ultra motivé. C'est la célébration que tout le monde attend depuis tellement longtemps. La consécration pour cette équipe, la consécration pour Jaylen Brown et Jason Tatum, pour Matsula, il y a tellement de choses derrière tout ça, historiquement même. Boston qui reprend le leadership sur le nombre enfin sur le toto des championnats remportés. Mais toi, tu vas pas être content Ah, de voir, hein, ça va un non, peu, non, effectivement. ça Non, mais pique là. moi, Mais moi, voilà, enfin, il y a tellement de choses, donc je sais pas, moi, j'ai on l'impression que verra. les fans de Boston, ils sont quand même pas si confiants que ça. Ah oui. Des quelques trucs que j'ai lus, notamment sur les réseaux sociaux, sur des espaces de commentaires, des trucs comme ça, j'ai quand même un peu l'impression qu'ils sont un peu dans le. Au fond d'eux, il y a toujours un peu cette crainte-là, tu vois, genre ils veulent pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et ils savent que l'ours Luka Doncic, ça peut être vraiment un ours compliqué à gérer, quoi. Mm. Je, on verra le moment venu.
on parlera de la fin de, enfin, il y aura un champion et on discutera de tout ça et j'ai l'analyse qu'on va faire de ces finales et de qui va, enfin, de comment ça va se passer et les bilans à tirer le bilan à tirer de tout ça pour certains joueurs et ce que ça veut dire pour la suite de leur carrière, ça va être vraiment fascinant. Bien sûr, et Il y a attention, énormément de choses à dire. globalement, j'ai dit que les finales étaient décevantes, on va pas s'en cacher. Le match 4, on a quasiment 15 minutes de garbage time. Le match 3, on a la superstar de ces finales qui n'est pas là pour le money time. Bref, c'est pas les finales les plus fascinantes qu'on ait eues ces dernières années, mais attention, c'est pas, ça ne relativise. Si Boston l'emporte en 5 matchs, ça ne relativisera certainement pas la valeur du titre. Qu'ils auront remporté. Leur domination globale sur cette saison, elle est remarquable. Et dans 10 ans, on ne se souviendra que du titre et certainement pas du fait qu'il a été obtenu entre guillemets assez tranquillement. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit côté frustrant parce qu'on a eu plusieurs fois la sensation sur ces finales que Dallas était pas loin. Honnêtement, là, si on était à 2 partout dans la série, personne ne serait choqué. Mais c'est exactement ce dont on va parler, c'est-à-dire que on reviendra beaucoup plus précisément sur Voilà, Doncic, son attitude, les leçons qu'il doit retenir si Dallas perd cette finale, et c'est la probabilité qu'il la perde est quand même absolument colossale. c'est clair. Euh, et qu'est-ce que ça va dire, qu'est-ce que ça peut dire de la suite de sa carrière et la situation dans laquelle se trouve Dallas? Il y a plein de choses qui seront à analyser par rapport à ça. Bah oui, surtout qu'au final, on l'a dit, il pourrait y avoir 2-2, mais il n'y a pas 2-2 parce que dans les détails, sur les les petits points chauds dans les matchs, dans les détails, il y a une équipe qui est bien plus en maîtrise que l'autre. Ça, c'est une certitude. On verra comment ça se termine, mais très sincèrement, quand j'ai vu ce match 4, j'étais quand même assez frustré par les Mavericks en me disant ah, ça y est, c'est le visage qu'on attendait de voir d'eux depuis l'entame, et c'est maintenant qu'ils décident de nous donner ça, quoi. Et je t'avouerais que j'étais un peu Bah, frustré. Ouais. moi, c'est ça que j'attends de ce match 5, en fait. Ce match 5, j'attends de savoir si c'est vraiment le visage qu'on attendait Exactement. d'eux, ou alors si c'est juste que bah, ils ont profité du fait qu'en face, il y avait une équipe en pantoufles. Voilà. Et est-ce que Boston fait que Dallas déjoue, en fait? Et moi, c'est plus le sentiment que j'avais au bout de 3 matchs, bien évidemment. Quand tu mènes 3-0, bah, c'est une équipe qui domine. Et c'est eux-mêmes qui ont expliqué ça. Et, ils disent, voilà, on avait un plan d'action pour entamer ces finales et on n'a jamais eu à le changer parce que ça a très bien fonctionné. Là, tout d'un coup, Dallas euh, a fait des ajustements qui nous ont pris de court et on doit nous-mêmes aujourd'hui s'adapter. Donc, on verra bien. Ouais, ouais, moi j'attends beaucoup de voir ce que Matsula va faire, parce qu'effectivement, jusqu'à ce match 4, honnêtement, les finales de Matsula, c'était du presque parfait. La maîtrise de ses joueurs dans les moments chauds, c'est pas un hasard, c'est la preuve qu'il sait utiliser les bons leviers quand il le faut, Tout à fait. psychologiquement, il sait remobiliser ses hommes quand c'est nécessaire, il a fait les bons choix tactiques, donc jusque-là, Matsula faisait des finales absolument remarquables. Donc effectivement, on va voir comment ça se... C'est pour ça que j'attends vraiment beaucoup de voir l'entame du match 5, tu vois. C'est qu'au-delà de l'aspect tactique, c'est est-ce qu'il a réussi à remobiliser son équipe. Ouais. Enfin, je sais pas, tu vois, même Jalen Brown et Tatum, c'est quand même deux joueurs qui sont en quête de légitimité, en quête de statut. Ça vous va vraiment de vous manger une claque de 40 points dans la tronche en finale NBA, les gars? Vraiment, ça vous va, ça? Mm. Je trouve que ça fait tâche, quoi. Ouais, c'est assez bizarre, ouais. Je m'attendais pas à ça, en tout cas, clairement. On va terminer ce podcast en parlant de JJ Redick. Je voulais parler de JJ Redick avec toi vite fait parce que les Lakers ont tenté de recruter Dan Hurley, coach de Connecticut, qui a refusé leur offre. C'était 6 ans de contrat et 70 millions de dollars. Et donc, tout d'un coup, la rumeur de JJ Redick aux Lakers est revenue. Il est censé passer un entretien, selon ESPN, un entretien officiel avec Pelinka là ce week-end. Là, donc, on aura sûrement début de semaine prochaine les premiers retours sur la manière dont ça s'est passé et si les négociations ont avancé ou Ah, pas. il les a rencontrés même déjà, c'était hier, Oui, voilà. samedi, ouais. Mais on n'a pas encore, Non, personne n'a sorti non, non, d'infos sur sur le... la tenue de cet entretien. Pas Enfin, comment ça encore, non. s'est déroulé, quoi. On sait que Pelinka veut un coach qui développe les jeunes talents. Conséquence aussi de la nouvelle convention collective NBA. Hein. Aujourd'hui, clairement, les équipes NBA vont devoir investir à mort dans le développement des talents, des jeunes talents qui composent leur effectif, parce que bah, ils ont des contrats rookies, donc des contrats qui sont pas encore financièrement des poids. Et c'est comme ça que tu vas réussir
c'est en gardant tes talents et en les identifiant le plus rapidement possible que tu vas être capable d'avoir une équipe compétitive. Ils veulent également un coach qui parvient à maximiser le potentiel d'Anthony Davis des deux côtés du terrain. C'est quoi est-ce que JJ Redick, tu vois ça d'un bon œil? Est-ce que tu penses que c'est un candidat crédible? Il y a James Borrego aussi qui était dans leur viseur, mais apparemment Borrego, là, il est finaliste à Cleveland avec Atkinson. Ouais. Je la trouve assez étrange, cette course au coach, sachant que la draft, c'est dans pas si longtemps que ça. 10 jours. Voilà, et c'est quoi enfin, je trouve pas ça très sérieux d'un point de vue extérieur, et en même temps, je me demandais justement, toi, en tant que fan, est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que tu trouves ça normal, pas normal? Tu comprends le pourquoi du comment? Enfin, je sais pas. Et JJ Redick, c'est un bon candidat pour toi? Bah, c'est évidemment pas le profil qui me tente le plus. Je pense que son inexpérience et sa relation avec LeBron sont deux défauts majeurs. En soi, je pense qu'il a une vraie vision du basket, qu'il est souvent intéressant quand il en parle. Et je pense qu'à terme, il pourrait tout à fait être un coach NBA, mais peut-être pas si tôt, peut-être pas aux Lakers, et probablement pas avec LeBron. Voilà. On est d'accord que c'est chelou qu'il soit coach de LeBron Mais après bien sûr. leur partenariat sur le podcast Je crois que c'est ensemble, quoi. Udonis Haslem, il me semble, qui en a parlé, dans lequel il a dit, mais vous vous rendez pas compte, en fait, que pour tous les autres joueurs du vestiaire, ce serait une catastrophe. En fait, à la moindre décision qu'il va prendre, tout le monde se demandera si c'est sa décision ou si c'est celle de LeBron. En plus, quand on écoute leur podcast, alors je suis désolé, c'est peut-être un peu de la psychologie de comptoir, mais je suis désolé, mais quand on écoute leur podcast, celui qui a le leadership dans leur relation, c'est LeBron. Moi, c'est en tout cas vraiment l'impression que j'ai. Donc évidemment, je préférerais voir Pelinka se concentrer sur des pistes différentes. On sait que, donc tu l'as dit, il y a eu cette offre pour Dan Hurley, il y a Borrego, il y a eu d'autres assistants référencés en NBA qui étaient sur les tablettes. On a entendu parler de Chris Quinn du Heat, Mika Nori des Wolves, Sam Cassell, David Adelman. Bref, on verra dans tous les cas, ça va se décanter très rapidement puisque ils veulent absolument, la franchise veut faire son choix avant le premier tour de la draft, donc avant 10 jours. Et comme il a déjà eu ce rendez-vous ce week-end, en fait, on saura extrêmement vite parce que s'il a convaincu la direction, bah, il n'y aura pas d'autre entretien en fait. Donc on va voir. Moi, je sais pas quoi en penser. C'est difficile aujourd'hui de savoir si c'est vraiment le premier choix de Pelinka ou si c'est encore une fois l'influence de LeBron en coulisses. C'est trop compliqué aujourd'hui. Moi, j'avoue que j'ai pas assez d'infos. En plus, tant que les finales sont pas terminées, j'avoue que je me suis pas pleinement plongé là-dedans. Bien sûr. Mais évidemment, non. Sur le papier, la candidature de JJ Redick n'est pas du tout celle qui m'intéresse le plus. Et j'avoue que, je sais pas, un mec comme Chris Quinn qui est dans le staff de Spoelstra depuis longtemps, ouais, pourquoi au moins il n'y a pas un entretien? Pourquoi? Ouais, je ne sais pas, mais je ne suis pas convaincu. Stat assez folle concernant le coaching des Lakers. Depuis Phil Jackson, aucun coach n'a duré plus de n'a fait 3 saisons, n'a été maintenu au-delà de 3 saisons, quoi. C'est assez fou quand même. Ouais, ça m'étonne pas non plus énormément, mais Ouais. ouais. Oui, c'est vrai, ouais, Walton, il a fait 3 pile 3, ouais. Je trouve qu'il y a il y a et il y a un moment, ça pouvait mieux se comprendre parce que t'as toujours des ambitions aux Lakers et il y a un moment, il manquait les playoffs, ils n'arrivaient pas à passer le cap. Moi, je reste avec un gros problème sur la décision de se séparer de Vogel Bah, évidemment. à l'époque où c'était clairement pas du tout lui le problème. Darvin Ham, il fait les finales de conférence en 2023, ce que je trouve être un parcours absolument remarquable étant donné la saison qu'il avait vécue pour sa première année aux Lakers. Ouais, non, mais moi je te rejoins tout à fait sur le Bref, cas Vogel, hein, surtout que les très décisions bizarre. qui ont été prises post-titre en termes d'effectifs, elles étaient calamiteuses. Ouais, Donc, mais bon, tu vois, c'est comme toujours dans tous les sports, hein, l'entraîneur c'est le plus facile à virer, tout simplement. tout à fait. C'est triste, mais c'est comme ça. Métier difficile que celui d'entraîneur. On verra ça. Merci beaucoup, Charlie. Bah écoute, merci à toi, en espérant un match 5 de folie. Voilà, et puis on verra quand est-ce qu'on reprend tout ça. Si les Celtics gagnent le titre, on va refaire un podcast assez rapidement. Dans la semaine, on va essayer de trouver un créneau. Et puis après, on verra quoi. On verra si ça se poursuit. On respectera la limite des deux matchs joués avant le prochain podcast. Ouais.
Donc voilà, donc si Boston gagne le match 5, on se retrouve très rapidement. Si c'est pas le cas, si c'est Dallas qui l'emporte, on se retrouvera après le Game 6. Donc voilà, donc on verra ça. Charlie, on se tient au courant, toi et moi, on rediscute de ça, ouais. on met nos agendas, on les coordonne. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Passez une très bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. Ciao, bye bye.